mandat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Votre émission a été annoncée depuis ce matin. On ne parle que de vous. On attend beaucoup de réflexions de votre part. Oui. Et surtout que vous nous expliquez comment ça se passe en Mbuji-Mayi, cette université dont on parle beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Installez-vous. Ok, très bien. Merci. Je signale que nous avons réalisé un travail, on va dire d'état des lieux, parce que lorsque le président de la République avait inauguré cette université, nous avons fait ici un plateau spécial. Oui. Et nous-mêmes, nous sommes déplacés sur votre invitation Oui. en Mbuji-Mayi pour voir un peu comment tout ceci s'articule. Alors aujourd'hui, vous êtes dans nos studios, ici à Kinshasa. Vous êtes suivis à la fois ici au Congo, mais à travers le monde. Oui. Beaucoup de gens ont parlé, continuent à parler de vous. Grosso modo, on va le présenter tout à l'heure. Grosso modo, qui êtes-vous? Bon, je m'appelle Apollinaire Chibaka Chikongo. Je suis un prêtre du diocèse de Mbuji-Mayi. Ce 1er août, ça va faire 32 ans que je suis prêtre, ordonné par Monseigneur Tarsis Chibango Chichiku. Depuis 2002, j'ai un doctorat en théologie, spécialisation histoire de la théologie. Et depuis lors, j'ai travaillé dans la formation de futurs prêtres, donc au grand séminaire, et dans le monde développement rural. Et depuis une dizaine d'années, à l'université officielle de Mbuji-Mayi, d'abord comme enseignant, mais après, depuis 5 ans, comme recteur. Voilà donc ce que je peux dire demain. Parce que vous avez publié suffisamment d'ouvrages de bonne facture, à la fois dans votre domaine, qui est la théologie, mais aussi sur des thématiques au temps variés. Vous avez consacré beaucoup de publications aux scientifiques, aux professeurs, aux auteurs. Donc dans celle-ci, la dernière qui sera présentée bientôt, Kambaï Bouacha et les critiques sociales congolaises, jamais critique et lecture contextuelle. Vous avez au niveau de scientifiques. Pourquoi vous axez souvent votre vie sur la publication des auteurs et des grands professeurs? Bon, je dois dire que dans la vie, chacun de nous a quelques passions qui l'intéressent. Donc pour moi, il y a bien entendu le sacerdoce, qui est une vocation depuis le bas âge. Il y a aussi l'écriture, qui pour moi était une passion depuis l'adolescence. Donc c'est ça. Donc j'écris un peu, ou surtout je me mets en équipe pour écrire avec d'autres
Et ça me fait déjà, je pense, autour de 15 livres publiés, en dehors des articles, qui touchent à différents thèmes. Mais voilà, bon, ça fait partie de, disons, quand on dit qu'on est enseignant au grand séminaire à l'université, la publication accompagne justement le travail de l'enseignant. C'est même le premier travail de l'enseignant. Est-ce que pour vous, un enseignant doit obligatoirement publier? Absolument, parce qu'un enseignant est d'abord un chercheur. C'est ça sa première vocation. Chercheur. Il est d'abord chercheur. C'est quelqu'un qui, dans un domaine donné, porte la responsabilité du progrès, de la réflexion, de la recherche dans ce domaine-là. Oui. Et ce travail, qui peut être de laboratoire, qui peut être des bibliothèques, qui peut être de terrain, c'est un travail qui doit toujours se traduire en écriture. Parce que l'écriture, c'est la meilleure façon de réfléchir, c'est la meilleure façon de penser, c'est la meilleure façon de communiquer ce que l'on découvre. Une phrase dans un livre, oui, c'est parfois 3-4 jours de travail. Tandis qu'en parlant avec vous ici, oui, ça sort spontanément, avec des fautes, avec des hésitations. Oui. Mais quand on écrit, c'est parfois des heures d'insomnie. C'est un grand travail, en fait. Et le prof doit commencer par là. On va vraiment beaucoup vous connaître aujourd'hui parce que il y a toute une problématique aujourd'hui dans le monde universitaire. On dit le professeur congolais, les enseignants congolais n'écrivent pas suffisamment, ne publient pas suffisamment. On ne les lit pas à travers le monde. On n'est pas compté parmi, on va dire, les pays qui publient le plus dans les manuels scientifiques, même sur des thématiques beaucoup plus globales. Bon, là, ça peut être... C'est lié à quoi? C'est l'insuffisance scientifique, c'est le cadre qui ne s'y prête pas, ou c'est la volonté de ces mêmes professeurs? Non, je pense qu'il faut lire peut-être les choses autrement. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont engagés dans la recherche, mais qui parfois ne disposent pas des moyens de la publication. C'est la logistique qui pose problème. Souvent, c'est la logistique qui pose problème. Oui. Vous verrez, ici au Congo, si quelqu'un veut publier son livre, il le présente à un éditeur. L'éditeur n'a pas de fonds pour publier le livre. Donc, en fait, une maison d'édition, c'est peut-être une couverture, mais les moyens financiers, c'est vous qui les mettez. Un livre, par exemple, un livre comme celui-ci, à peu près 367 pages, les publier à 1000 exemplaires. L'enseignant qui se présente dans une maison d'édition ici, on va lui dire, par exemple, 12 000 $. Oui. Où est-ce qu'il va les trouver lui-même pour financer? C'est souvent un compte d'auteur, comme on dit. Souvent, c'est ça. Alors, donc, il y a manque de ces supports-là. Donc, on ne peut pas prétendre que le professeur congolais est paresseux. Non. Le professeur congolais travaille, mais il n'est peut-être pas souvent accompagné dans ce travail-là. C'est la faute à qui? À la faute aux universités. Vous en êtes un des dirigeants. Un grand recteur. Disons, il faut le faire. C'est la faute à l'État, le ministère de l'Éducation supérieure, enfin. Non, je n'aimerais pas. Universitaire. C'est la faute au mécène, au ministère de la Culture. C'est la faute à qui? Non, moi, je n'aimerais pas distribuer ici de fautes. En fait, j'aimerais plutôt inviter, plutôt qu'on prenne conscience que c'est une dimension importante et que ce soit l'État, que ce soit la société, que ce soit des grandes entreprises, que les gens découvrent qu'investir dans la culture, investir dans la recherche, investir dans la publication, ce n'est pas perdre de l'argent. Donc un livre, c'est pas un luxe. Un livre, ça contribue à l'enrichissement culturel d'un peuple. D'ailleurs, dans le cadre de la petite initiative que je porte dans un village, depuis 2021, nous organisons la fête du livre. C'est 3 jours, la fête du livre. 3 journées autour de la date du 24 avril. 3 journées qui sont consacrées à la réflexion ou à un auteur. Par exemple, cette année, notre fête du livre était consacrée pour les gens du Kasaï, ils connaissent l'abbé Mpoï Lazare, donc qui est un des grands maîtres du Tshilouba. Donc c'était Mpoï Lazare et la passion pour le Tshilouba. Et donc là, on a pu ressusciter ces livres. Il a laissé beaucoup de livres qui
qui vont disparaître si on ne fait rien pour leur donner une nouvelle vie. Et pour leur donner une nouvelle vie, il faut les imprimer. Et s'il faut républier tous les livres de l'abbé Mpoï-Lazare, on a juste besoin de $20 000 pour le faire. Seulement. Alors il faut trouver l'histoire des références pour les Balouba, le Bilangi, c'est son livre. Donc l'Undula Balouba, c'est épuisé. C'est un livre qui reste. Rupture de stock depuis. Oui, rupture de stock depuis longtemps. Donc il faut le faire. Et il y a peut-être l'autre année, on avait consacré la fête du livre à une figure comme Clémentine Madia. Ça va. L'année d'avant, c'était à Zamenga, Batukezanga. Donc nous avions étudié étant jeunes, etc. Aujourd'hui, la jeune génération ne connaît pas. Pourquoi? Parce que nous, on ne donne pas vie au texte. Donc, des gens qui ont écrit, ça part. Il y a des grandes figures comme les Mabika Kalanda. Ça va? Oui. Et ça va disparaître. Ça va disparaître. Donc, il y a tout un trésor. Donc le professeur congolais ou le chercheur congolais n'est pas paresseux. Il est actif. Mais maintenant, il faut que nous puissions l'accompagner. Parce que tout le monde n'a pas toujours les moyens de publier les résultats de ses recherches. Il faut donc créer ces structures-là. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler sciences et surtout l'enseignement supérieur universitaire, le monde. Vous avez organisé un grand colloque à Mbuji-Mayi il n'y a pas longtemps avec beaucoup de scientifiques de très haut niveau. Oui. On y était. Mais j'aimerais bien que la technique nous montre, nous republie, c'est que nous avons travaillé ici il y a quelques temps sur l'état des lieux de ce monde des universités, des établissements universitaires, avec l'élan qui est lancé au Kasaï oriental. Du Kasaï oriental, situé au cœur de la République démocratique du Congo, dispose d'une superficie de 173 110 km². Son chef-lieu, Mbuji-Mayi, s'étend approximativement de l'est à l'ouest sur une distance de 15 km et du nord au sud sur une distance de 9 km. Avec une population estimée à plus de 3 millions d'habitants, la capitale du Kasaï oriental est une terre de diamants, d'espoir et d'optimisme. Cité autrefois prospère, Mbuji-Mayi est devenu le symbole des défis immenses. La ville souffre de divers problèmes, notamment des problèmes d'infrastructure, des défis environnementaux et de santé, ainsi que des difficultés économiques et sociales. Elle est confrontée à un manque d'eau et d'électricité, à la dégradation des routes et à des problèmes d'hygiène qui entraînent des épidémies comme le choléra. Sur le plan économique, la chute de l'exploitation minière a conduit à une forte pauvreté, à la malnutrition et au chômage élevé, en particulier chez les jeunes. À son arrivée au pouvoir en 2019, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait pris l'engagement de redorer l'image des infrastructures des provinces, notamment celles qu'il a vu naître, à savoir le Kasaï oriental. Parmi les défis que s'est lancé, le président de la République figure notamment la modernisation de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Depuis sa naissance en 1993, cette université a passé 32 années académiques dans des infrastructures indignes d'une institution académique. Pendant 3 décennies, l'université officielle de Mbuji-Mayi manquait de tout et était moins que rien. En 2021, le gouvernement de la République avait lancé un projet gigantesque, la réhabilitation de cet alma mater, afin de lui donner un nouveau visage. Projet devenu réalité depuis début octobre avec l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi dans son nouveau visage moderne. Le chef de l'État a personnellement donné le go des activités au sein de cet établissement académique qui dispose désormais des auditoires modernes et d'outils technologiques de haute facture. Si pour les uns, l'université de Mbuji-Mayi vient redonner le sourire au peuple kassaïen, pour d'autres, il faut faire encore plus, car les défis restent énormes. En quoi l'université officielle de Mbuji-Mayi est-elle un atout pour la formation de la jeunesse kassaïenne? Pourquoi seulement Mbuji-Mayi alors que les défis du secteur éducatif restent énormes dans la province? Et c'est à ces questions que le professeur Apollinaire Tshibaka, recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi, va répondre face à Jean-Marie Kassamba, prêtre du diocèse de Mbuji-Mayi depuis 1994, polyglotte et détenteur de plusieurs diplômes supérieurs, professeur d'instituts supérieurs et universitaires et écrivain. Apollinaire Tshibaka dispose d'un parcours pastoral très fourni. Place à présent. Alors, on ne va pas s'étaler beaucoup sur votre parcours, très riche.
mais plus sur ce que vous avez découvert quand vous êtes arrivé à l'université de Mbuji-Mayi. Vous avez dit tout à l'heure, vous étiez enseignant, et puis vous êtes devenu aujourd'hui recteur de cette université. D'abord, parlez-nous, quand vous êtes arrivé à Mbuji-Mayi, dans quel état vous avez trouvé cette université et comment ça se passait les cours? Quelqu'un m'a raconté sous les arbres, parfois dans des baraquements d'une science-fiction. Comment on peut former l'élite sous les arbres? Bon, pour comprendre cela, il faut situer cette université dans son histoire. Donc, c'est une université qui est née en 1993, oui. Mais elle n'est pas née d'un projet dans un bureau où le gouvernement s'est assis pour dire on va créer une université. Elle est plutôt la conséquence de conflits communautaires qui ont eu lieu au Chaba, au Chaba, alors, conflit entre les Katanga et les Kassaïens. Avec ceux qui sont venus. Les refoulés, on les appelle. Oui. Alors, parmi eux, allez, il me faut un peu d'eau. Oui, on va vous amener de l'eau. Oui. Parmi eux, il y a donc oui. des professeurs et des enseignants. C'est donc eux qui ont créé cette université. C'est-à-dire des professeurs qui étaient à Lubumbashi, qui enseignaient là-bas. Oui. Ils ont été refoulés. Il y a eu des conflits entre les Katangais et les Kassaïens. Et puis ils sont venus à Mbuji-Mayi. Ils ont dit, nous allons mettre en place aussi une université qui va être collée, pour ne pas dire qui va dépendre de l'université Non, elle n'a pas commencé comme ça. Elle a commencé d'abord comme un centre universitaire, université d'État autonome. Oui. Alors c'est avec l'essaimage qui commence en 1999. Et donc en 2001, ce centre universitaire qui était autonome va être rattaché à l'université de Lubumbashi. Donc comme une extension de l'université de Lubumbashi. Oui. Et c'est en 2005 que cette extension est autonomisée, qu'elle devient l'université officielle de Mbuji-Mayi. Et alors quand vous y arrivez comme enseignant, les conditions de travail étaient comment? Comment les étudiants apprenaient et surtout comment ils étaient encadrés? Bon, des conditions difficiles parce que les premières infrastructures de cette université, c'était plutôt ce qu'on appelait l'Athénée de Mbuji-Mayi. Oui. Donc c'était des infrastructures d'une école secondaire de 18 portes. Et voilà, donc c'est là que s'est installée l'université. Ça veut dire que l'Institut supérieur... Oui. Une école, secondaire. Une école secondaire. Une école secondaire, les bâtiments d'une école secondaire. D'une école secondaire. Ça devient le cadre qui va accueillir l'université. Une université. En fait, l'université, tout au début, c'était des locataires, en fait. C'est-à-dire, les après-midi, quand les élèves partaient, l'université occupait l'espace. Et finalement, l'université a fini par fonctionner là en permanence et l'école, l'ancienne Athénée de Mbuji-Mayi, a été déplacée. Donc c'est ça donc le point de départ. Et donc on comprenne qu'une université qui est née, si on peut dire, dans un camp de refoulés ou de déplacés, elle est donc née dans ces circonstances-là, donc sans infrastructure. Mais il a fallu 2022, pratiquement 29 ans, c'est en 2022 que le chantier est mis en marche pour la modernisation. Et là, vous étiez déjà à la tête. Oui, moi je suis recteur depuis le 25 juin 2021. Donc une année, pratiquement après mon arrivée, les travaux ont donc commencé. Voilà, ça c'est très bien. Quand vous êtes arrivé, qu'avez-vous constaté? Parce que moi je vois en annexe de cet ouvrage qu'il faut absolument avoir, bientôt ça sera présenté, cet ouvrage, Gérer une université. En fait, ça c'est déjà la deuxième édition. Ok. Oui. Alors, je vois en annexe un document très important, rapport final de consultation des différents corps par le nouveau comité de gestion de cette université, c'est-à-dire vous l'avez trouvé dans quel état, juste une fois que vous avez été mis à la tête de cette université? Bon, là ça fait partie. Logistiquement. Disons. Académiquement, financièrement. Bon, du point de vue de la logistique, comme j'ai dit, c'était une université installée dans les bâtiments d'une école secondaire. Et cette université n'avait pas suffisamment d'espace pour organiser des enseignements. Il y avait des enseignements dans des hangars, on louait des églises tout autour,
Donc, des églises. Oui, les heures creuses, donc les hangars d'église, pendant leurs heures creuses, les étudiants vont, disons, les activités s'est passées là-bas. Oui. Donc là, c'était les mais qu'on comprenne bien que ce n'est dans ces circonstances-là. Mais alors, dans cette université qui est née, si je peux dire, sous Mobutu, et qui a été autonomisée sous Kabila, et qui a été modernisée sous Tshisekedi. Donc ça, ce sont quand même des grandes étapes. On peut donc lire des choses de manière beaucoup plus positive. C'est-à-dire, elle est née, elle a été autonomisée, reconnue, autonomisée, et elle a été modernisée. Donc c'est ça. Alors, les conditions, les circonstances difficiles, mais ça fait justement partie de la vie de cette université. Alors, je vois dans ce rapport que vous avez fait un diagnostic plus que sévère. Les points positifs, à peine une quinzaine, même pas, 9, moins de 10 d'ailleurs. Oui. Et les points négatifs, une centaine. Oui, c'est-à-dire que... C'était sévère, comme on dit. Non, mais ce n'est pas un audit fait par moi. On dit corps. Quand nous sommes arrivés, ça a été le premier exercice. Oui. Tous les corps de l'université, mais aussi des partenaires de l'université, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va dans cette université? Les 9 points. Qu'est-ce qui ne va pas? Presque 150 points. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille? Je pense presque 80 propositions par là. Oui. Donc pour nous, ces documents nous a servi, si je peux dire, de fait de route. Oui, de fait de route pour le travail qu'on a pu faire. Maintenant, bon, ça fait déjà partie du passé. Ça fait 5 ans. Pendant ces 5 années, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites et de la manière la plus visible, il y a ces nouvelles infrastructures que le chef de l'État a inauguré le 6 octobre 2000. Je vous vois là aux côtés du président. Oui. Vous lui expliquez quoi? Il est très informé, il suit de près toutes les activités de l'université, pas seulement l'université officielle de Mbujima, mais l'ensemble des universités au Congo. Oui. Et là, il posait des questions pour savoir, par exemple, comment est-ce qu'on va assurer la maintenance? Qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'il ne faut pas que ces bâtiments qui ont coûté, c'est un grand investissement de l'État congolais, au bout de 2-3 mois, ça devienne une poubelle. Donc là, il voulait se rassurer comment ça va fonctionner, quelles sont les difficultés, quelles sont des prévisions qui sont faites, de quoi avons-nous besoin pour que ça fonctionne très bien. Et on a pu lui donner tous les éclaircissements possibles. Et pour preuve, vous êtes à Kinshasa aujourd'hui, c'est pour encore récupérer les fonds auprès de l'État qui vont vous aider à gérer l'université. Oui, il faut dire que quand il est venu inaugurer, moi j'étais un peu plus modeste. Il m'avait demandé de quoi avez-vous besoin pour bien faire fonctionner. En fait, sous nos hangars, sous les arbres, l'argent que les étudiants nous donnaient était amplement suffisant. Oui. Maintenant, là, c'est une université moderne. Mastodonte comme ça. Oui. Donc, ce que les étudiants nous donnent, ça devient insuffisant. Et l'État contribue donc au fonctionnement. Moi, j'avais été modeste et lui-même, il a l'expérience de la gestion. Il m'a dit non, ce que vous demandez, c'est peu. Il faut qu'on vous donne un peu plus. Effectivement, il avait raison. Et la première partie, 40% de fonds de fonctionnement promis m'ont déjà été donnés. Là, je suis revenu parce qu'on m'a demandé pour la dernière partie. Comme ça, on peut bien clôturer, l'année conformément à la mission qui nous a été confiée. Message personnel, il est à Kinshasa. Ministère des Finances, Doudou Fwamba. Enseignement supérieur, ils ont déjà donné les quitus. Le président a instruit. Libérez-les, comme ça, l'université va pouvoir fonctionner. Moi, je suis sûr que Doudou Fwamba, comme bon ministre et gestionnaire des deniers publics, il va pouvoir... non, c'est une personne très attentive et qui est en contact permanent avec nous et qui fait le nécessaire pour que ça... Donc, il l'a déjà fait et nous sommes là pour la suite qui est positive. Merci beaucoup. Alors, une fois que vous avez... Enfin, je vois le gouverneur avec vous, je vois le président,
etc. Vous avez publié ces livres. Oui, oui. Gérer une université congolaise. Oui. Deuxième édition. C'est quoi selon vous? Et là, beaucoup de recteurs, beaucoup de responsables qui nous suivent sont très attentifs. Oui. Quelle est la démarche standard pour gérer une université en République démocratique du Congo d'une manière optimale, pour que ça marche bien? Parce qu'on a l'impression que Apollinaire Tshibaka est un prototype type de ces dirigeants des établissements universitaires qui font école aujourd'hui. C'est quoi la démarche standard? Qu'est-ce qu'il faut faire selon ce que vous écrivez dans ces livres? Bon, je vous remercie pour votre bienveillance, mais, mais je ne pense les pas... gens apprécient. Je ne fais que relayer ce que j'ai reçu comme félicitations depuis ce matin. Bon, il faut d'abord dire que moi je suis un curé, je suis un prêtre. Oui. Donc vous n'avez pas besoin de publicité. C'est à nous de le dire. Ah, ça va très bien. Vous êtes un homme de Dieu. Oui, oui. Ce que j'ai appris à faire, c'est peut-être dans l'Église. Oui. Alors, me retrouver dans une université publique qui n'est pas catholique, donc qui est public, c'est un monde tout à fait différent. Et y être, c'est être en fait en mission, en dehors, si je peux dire, du terrain propre de l'Église. Et donc, je n'ai pas de recettes. C'est plutôt pour moi, ça a été pour moi un temps d'école où j'ai appris, où j'ai beaucoup appris. Je l'ai appris en écoutant. D'ailleurs, quand la première semaine à l'université, avant même d'entrer en fonction, je l'ai passé à écouter, qu'on dise qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que moi, je viens du monde de l'Église, donc j'ai été au petit séminaire depuis l'âge de 13 ans, j'ai fait le grand séminaire, j'ai fait ce qui est devenu maintenant l'UCC, et puis j'ai fait des études dans des universités en Europe. Donc j'ai évolué dans un monde qui est totalement différent du monde de l'université publique congolaise, même si avant d'être recteur, j'ai assuré déjà des enseignements. Alors, donc il faut donc écouter, il faut apprendre, et en écoutant, les gens ont dit, voici ce qu'il faut faire. Et on n'invente rien, on n'invente pas la roue, parce que le monde universitaire congolais est régi. Il y a des textes qui disent quelle est la fonction du recteur, quelle est sa mission, qu'est-ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'on attend de l'université, qu'est-ce qu'on attend du professeur, de l'enseignant, qu'est-ce qu'on attend des étudiants. Donc il est question de faire appliquer ce que l'autorité de tutelle vous demande de faire. Donc, quand on vous confie une université, on ne vous confie pas, comment dirais-je... un commerce, une boutique. Oui, non, une masse d'argile à laquelle vous devez donner forme. Oui. Donc, la forme, vous l'avez déjà. C'est-à-dire, l'autorité vous dit ce que vous devez faire. Et donc, il faut y aller de manière systématique avec un plan de travail. Alors, ce que nous avons pu faire, c'est pas seulement moi, je suis peut-être la tête visible, mais il y a tout un comité de gestion, il y a toute une équipe qui travaille avec moi. C'est la première chose pour moi, c'est constituer cette équipe-là, être en fait des collaborateurs proches. Alors, pour y parvenir, ce que moi j'ai fait, c'est que notre comité de gestion s'est réuni tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Les différents comités de gestion se réunissent une fois par semaine. Oui. Mais chez parfois une fois par mois, tous les 15 jours, ou de temps en temps. Chez nous, on se réunit tous les jours. C'est-à-dire, de lundi à jeudi, disons, tout le monde commence son travail dans mon bureau. Donc, à 8 heures, on commence le travail, mais tous mes collaborateurs et leurs assistants commencent leur travail dans mon bureau. Pour qu'on sache quelles sont les urgences de chaque secteur, et quelles sont les réponses immédiates qu'il faut donner. Et le vendredi, c'est la grande réunion. Là, ça crée une équipe, parce qu'un comité de gestion doit être un comité de gestion uni autour des mêmes objectifs. Donc, on a la même politique, on a la même vision, on se côtoie, on crée des liens, si je peux dire, affectifs entre nous, et ça facilite le travail. Et ça, je l'ai appris dans l'Église. C'est-à-dire, moi, je viens du monde du grand séminaire, où les formateurs et les professeurs, nous vivons ensemble. Donc, le fait d'être ensemble, d'être proches, non pas un recteur qui rencontre ses secrétaires ou ses collaborateurs
le vendredi. Non, je les rencontre tous les jours. Donc tout le monde commence son travail dans mon bureau. Je vais vous poser une question un peu plus philosophique. Oui. Vous avez été à l'école de Tshouba Ntshikou. Oui, j'ai eu la chance d'avoir été son secrétaire. Oui. Vous avez été... Tshouba Ntshikou, pour nous, Congolais, c'est l'éminence grise, le grand scientifique, pour ne pas dire le monde universitaire, avait pour lui une révérence. Moi j'écoutais le Marshal Mobutu parler de Tshouba Ntshikou comme étant un dieu du monde universitaire. Recteur de l'université de Kinshasa, le grand scientifique, etc. Quand je l'ai rencontré à l'université Mapon, j'ai trouvé un homme humble, très serviable, très convenable. Qu'avez-vous appris? Voilà la question. Qu'avez-vous appris de Tshouba Ntshikou, tant adulé, tant respecté, jusqu'à sa mort? Qu'avez-vous appris en tant que secrétaire et proche collaborateur de Tshouba Ntshikou, grand professeur? Bon, j'ai appris beaucoup de choses. De toute façon, j'ai béni toujours Dieu d'avoir commencé ma vie, d'avoir terminé ma vie de séminariste et commencé ma vie de prêtre à côté de lui. Donc vous êtes un jeune homme, c'est pas moi, 25 ans, et on vous dit, écoutez, l'évêque demande... Que la régie me trouve la photo de Tshouba Ntshikou, c'est très important. Oui, que l'évêque lui demande de travailler dans son secrétariat, et puis après vous restez à côté de lui, il vous nomme son secrétaire, il vous associe à la gestion, à la vie, à la gestion de la vie de l'Église, vous faites partie de sa vie et finalement pour le reste de votre vie, c'est vraiment un grand privilège. Mais alors j'ai beaucoup appris, beaucoup appris. Qu'était-il comme homme, comme scientifique? Un homme très simple d'abord. D'ailleurs, nous qui le connaissons, ceux qui le connaissent le savent, c'était un homme incapable de tuer une mouche. Ah oui? Oui, c'était un homme très délicat, un homme très courtois, un homme très attachant. Mais de lui, on apprenait beaucoup de choses. J'ai écrit même, il y a un témoignage qui a été publié dans un livre collectif, les bénédictions d'un secrétaire épiscopal. C'est un texte que j'ai eu la chance de lui lire le jour de ses 50 ans d'épiscopat. À la fin de la messe, c'était chez lui à Rigini, j'ai demandé la parole et j'ai lui lu ce texte-là. Mon témoignage pour dire ce que j'ai appris de lui. C'était 10 choses que j'avais apprises. L'une des choses que j'ai apprises de lui, la première, la fondamentale, c'est la foi. C'était un grand homme de foi, un grand homme de prière. Vous voyez, vous êtes un tout jeune prêtre, il y a quelqu'un disons, de sa taille. Il était immense. National, immense, international et dans l'église. Il vous prend à côté de lui. Vous devez l'accompagner partout. Et vous remarquez ses attitudes spirituelles, les temps qu'il consacre à la prière comme prêtre. Où vous êtes avec lui, vous voyez que discrètement, il est en train de faire son chapelet. Et donc, vous êtes avec lui dans la voiture. Il fait son chapelet. Oui. Il avait toujours un dizainier dans les mains et il profitait chaque moment de silence pour prier. Donc là c'est la première grande chose. La deuxième chose, c'est le stylo. C'est un homme qui vivait la plume à la main. Il écrivait tout le temps. Tout le temps. Il ne disait rien. Il ne pouvait pas prêcher. Il ne parlait pas sans avoir lu. Sans avoir écrit. Donc tout chez lui était écrit. Tout était mis par écrit. D'ailleurs, l'anecdote, c'est la première fois quand je me suis présenté chez lui. C'était le 1er novembre 1993, la première fois quand je me suis présenté chez lui, il m'a dit, je suis arrivé, on m'a affecté à son bureau, je suis allé pour le voir, je suis entré et il m'a dit, où est-ce que vous allez prendre note? Il vous a posé la question? Oui. Moi, je pensais que c'était une visite de courtoisie. Voici. Non. Alors, il est allé chez lui en chambre. Il a pris 3 grands carnets, 3 carnets de différentes dimensions. Un stylo, il m'a donné. Il m'a dit, un secrétaire se promène toujours avec un stylo et un carnet. À tout moment. Donc, depuis ce temps-là, même ceux qui me connaissent, même à la messe, j'ai toujours un carnet. Les gens connaissent mes fameux carnets rouges. Je les ai toujours. Même là, je l'ai laissé dans votre bureau. Donc là, ça fait vivre la plume à la main. Et pour me faire comprendre un peu la place d'un secrétaire dans la vie de l'évêque, il m'avait donné la biographie du secrétaire
Monseigneur Tshibahou Tshishiko. C'est ça, du secrétaire du pape Jean XXIII, pour comprendre. Alors, à côté d'une personne, on apprend beaucoup l'objectivité, le cœur grand. C'était pas un homme enfermé dans les limites de sa région, de son ethnie, de sa tribu. C'est de ces Congolais-là, autour de qui on retrouvait tous les autres Congolais. Lui, Lena Kipush, il venait de Katanga. Oui. Il a dirigé ici à Kinshasa, mais il avait l'ossature nationale. Enfin, je pose cette question, c'est parce qu'il a dirigé l'université. Et aujourd'hui, vous dirigez l'université officielle de Mbuji-Mayi. Qu'est-ce que vous avez emprunté chez lui pour imprimer à l'OM aujourd'hui? Bon, moi je peux dire que j'étais marqué tout jeune prêtre, comme je dis, donc à côté de lui. Avec lui, on apprend le sens de l'ordre, le sens de la justice, le sens de la discipline, le sens de l'écoute. Quand vous êtes secrétaire d'un évêque et que de 8h à 14h, il doit accorder des audiences, écouter des gens qui passent et repassent, donc vous apprenez à écouter. Le sens de la liberté des autres, donc vous voyez, un homme comme lui, on pouvait discuter avec lui, on pouvait le contredire, avec les arguments, il écoutait, il pouvait changer de point de vue. Et donc, vous saviez donc, alors, avec lui, on apprend à soigner ses textes. Par exemple, ce livre, c'est l'ensemble de mes réflexions sur l'université. Et donc ça, on apprend, c'est-à-dire, tout ce que vous écrivez est important et vous devez le soigner. Et quand il vous demande de lui préparer un texte, sachez que c'est un exercice de grammaire, de tout. Il va vous corriger jusqu'à la virgule. Oui. Donc, et c'est pas quelqu'un pour qui on écrivait tout ce qu'il disait. Moi, pendant tout le temps où j'ai travaillé avec lui, je crois que j'ai écrit comme ça des textes qu'il a pu lire en public, 2 ou 3 textes seulement. Les autres, il les écrivait par lui-même. Donc, quand il prononce un discours, c'est lui qui l'a écrit. Quand il prêche à la messe, c'est lui qui a composé son Donc, les messes que vous dites souvent, vous écrivez? Oui, les homélies sont écrites. Vos homélies sont écrites? Oui, mais moi, personnellement, je ne prêche pas sans avoir écrit. Donc, nous, on pensait que vous écrivez on ne vient pas vous raconter livres et puis... Non, c'est un travail de méditation, de réflexion, un peu de commentaires, et puis comme c'est très structuré, l'Église catholique, l'Eucharistie, là, ça va, on a l'impression que tout est calibré dans vos livres, et puis c'est fini. Vous répétez le même texte. Il y a des textes de prière, des textes de prière officiels qui sont des textes de l'Église, mais la prédication, là, c'est un travail de méditation, de réflexion, d'écriture personnelle. N'empêche, quelqu'un peut aller puiser ailleurs, c'est pas exclu. Mais il y a ça. Voilà, par exemple, là c'est l'image qui passe. C'est l'un des travaux qu'on a fait avec un prêtre de Kananga qui est spécialiste à penser. Donc là, nous avons édité, c'est la couverture d'un livre qu'on a édité. On a rassemblé jusqu'en 2016 tous ces articles parus à travers des différentes revues dans le monde entier. Ça, c'est fondamental, parce que quelqu'un comme Tarcisse Tshibahou Tshishiko a écrit des textes importants. Il a fait des discours, il a dirigé. À un moment donné, il était très apprécié, même au niveau de l'Europe. Moi, j'ai beaucoup parlé avec certains de Belgique, de Rome, etc., parlaient que c'était un homme, un éminent scientifique. Pourquoi chez nous, on n'a pas la culture de pérenniser, on va dire, les pensées des gens de sa stature? C'est-à-dire... De son niveau. On peut constater, mais... Exemple, Maloa Kalenga, par exemple. Oui. On peut constater... Kalomonikai, par exemple. Mais il faut ce travail-là. Je dis justement... Même Kengo Wadondo, en tant que juriste, il a écrit. Il a posé des actes. Aujourd'hui, il n'y a qu'un ou 2 livres sur Kengo. Oui, il faut que le monde universitaire se réveille pour cela. Il y a des gens qui meurent. Par exemple, demain, je pense, on va enterrer un prêtre de Mbuji-Mayi qui a été longtemps professeur d'université ici, un grand historien de l'Église. Ailleurs, c'est l'occasion de dire, on va rassembler tout ce qu'il a écrit pendant toute sa vie pour l'éditer. Mais alors,
il faut donc des moyens, comme je l'ai dit. Donc le monde de l'édition dans nos pays n'est pas un monde qui bénéficie souvent des grandes subventions. Mais il faut aussi qu'il y ait un public qui lit. Parce que lorsqu'on publie un livre et que les gens ne l'achètent pas, il y a un manque à gagner. Donc et puis le livre se meurt. Oui. Alors, revenons maintenant à l'université. C'est ça. Tout ce qui vous admire, c'est par rapport à l'OM, l'université officielle de Mbuji-Mayi. Oui. Inaugurée par le président Tshisekedi. La question que nous nous sommes posée ici la fois dernière, c'est à quoi va servir cette université? Et cette université, c'est la revanche sur les diamants. Cette université, c'est un appel à la diaspora kassaïenne. Beaucoup nous suivent en ce moment au Canada, en Afrique du Sud, même ici à Kinshasa, les jeunes gens qui font la moto, etc. Il y a des intellectuels parmi eux. Cette université, c'est un nouveau départ pour le Kasaï. Voilà les 3 questions que je vous pose. Bon, j'aimerais plutôt qu'on élargisse les horizons. C'est-à-dire, il faut situer l'université officielle de Mbuji-Mayi dans un plan global. Le plan global, c'est qu'à partir de 2021-2022, le président de la République a mis en marche un programme de modernisation de l'université congolaise. Et ce programme de modernisation de l'université congolaise intervient pratiquement plus de 60 ans après l'indépendance. Et donc là, il faut. C'est ça le plan. C'est ça le cadre. Là, c'est ça la vision. Oui. À partir duquel comprendre l'université officielle de Mbuji-Mayi. Donc c'est pas une université isolée. C'est pas seulement pour le Kasaï. Non, cette université s'inscrit dans un plan global de création, si on peut dire, des universités post-coloniales. Les premières universités que nous avons, c'est des universités pensées par les Belges. Par les Belges. Oui, il y a Lovanium. Avec l'extension Lubumbashi. Il y a Kisangani et Lubumbashi. Et c'était ça. Oui, plus ou moins les grands points. Et après, bon. C'est un grand vide. Il y a un grand vide d'à peu près 60 ans où presque rien n'est fait. Et là, il y a la renaissance de l'université congolaise. C'est pas seulement Mbuji-Mayi. Kananga. Donc dans l'ensemble du pays, je pense il y a l'IPEN ici. Oui, il y a l'IPEN, il y a l'IBTP, à Lubumbashi, on commence à Kalemi. Donc sur l'ensemble du pays, donc il y a tout un programme pour doter le Congo des universités modernes. Et ces universités veulent dire une seule chose, comme la nôtre, c'est-à-dire les grandes universités se construisent, les grandes nations se construisent à l'ombre de leurs universités. Si je peux traduire ça dans une formule que j'aime, en empruntant un peu l'expression du chef de l'État, qui parlait de la revanche du sol sur le sous-sol, moi je parle de la revanche du cerveau sur le sol et sur le sous-sol. La revanche du cerveau sur le sol et sur le sous-sol. En fait, le grand patrimoine d'un pays, ce sont ses citoyens. C'est le cerveau et le cœur de ses citoyens. C'est ça le grand patrimoine d'un pays. C'est ça le maître mot de l'appel de Mbuji-Mayi. Hein? L'appel de Mbuji-Mayi, justement, c'est ça. C'est-à-dire rappeler qu'on peut avoir tous les minéraux que l'on veut, on peut avoir toutes les terres fertiles que l'on veut, mais si on n'a pas le cerveau qu'il faut, et les terres fertiles, et tous les minéraux, ça sera tout simplement notre malédiction. Et donc, doter le Congo de nouvelles universités, c'est pas seulement construire de nouvelles infrastructures, c'est indiquer au Congo le chemin de son avenir. C'est dans les écoles, c'est dans les universités qu'on forme les hommes et les femmes qui sont la première ressource d'un pays. Donc, vous pouvez prendre les grandes nations du monde, c'est tout leur secret. Leur secret, c'est leur cerveau. La Chine aujourd'hui, autant de brevets, autant d'inventions, autant d'universitaires. La Chine va même rechercher, acheter, voler des scientifiques aux États-Unis, en Europe,
qui sont richement payés chez eux, Oui. même ceux qui sont à la retraite. Oui. Et ils pondent des travaux, et ces travaux sont à la base Oui. du boom chinois aujourd'hui. C'est ça. Alors, aujourd'hui, quand vous êtes à la tête de cette université en Mbuji-Mayi, vous avez quel challenge? Vous voulez former la nouvelle génération ou vous voulez recycler ceux qui n'ont pas pu se former depuis les années 80? Au Kasaï, on disait français, il faut l'engagne. Ça veut dire qu'il y avait la culture du diamant. Oui. Les gens parlaient mal français, n'accordaient pas du temps ou de l'espace à la réflexion. Oui. Votre challenge, c'est quoi? Bon, écoutez, je pense qu'il est symboliquement représenté devant chacune des universités là. Oui. Le président a demandé qu'on place un signe particulier. Oui. Par exemple, la Kananga, c'est un livre ouvert. Oui. Ça va? Oui. Alors que chez nous, en Mbuji-Mayi, c'est le diamant. Oui. Pourquoi vous avez mis les diamants? Là c'est un message très fort. C'est un message très fort, c'est-à-dire Oui. Mbuji-Mayi, ville du diamant, doit devenir ville de l'université. Donc on passe donc de la ville diamantaire à une ville universitaire. Et même le déplacement, il y a la faillite de l'Amiba dans la phase actuelle. Oui. Et là, nous avons un diamant qui est devant notre université. C'est un message pour dire que la véritable richesse, c'est pas le diamant qui peut s'épuiser, mais la véritable richesse d'une nation, c'est le cerveau. Est-ce que ce message est passé? Je pense que le message est en train de passer par le nombre d'étudiants que nous avons. Vous en avez combien aujourd'hui? Ceux qui ont pu régulariser leur situation, Oui. c'est 7414. 7000. 414. Mais dans les auditoires, on a eu plus de 10 000 étudiants. En fait, il y en a qui ne parviennent pas à payer les frais académiques et donc qui finissent Parce que par les abandonner. niveaux On de a, vie, on a un taux de perdition Oui, oui. d'environ 2000 étudiants chaque Les année. pouvoirs d'achat très faibles. Oui. Kasaï. Bon, je ne sais pas s'il est très faible, mais globalement, Oui. disons, globalement, les études au Congo ne coûtent pas très cher. C'est Oui. $285 dans la plupart des facultés et $385 à la faculté de médecine, faculté de pharmacie. Et donc, ailleurs, c'est l'équivalent, c'est qu'un étudiant paye peut-être pour un mois de Absolument, mais les écoles privées, c'est très cher. Plus cher que ça, d'ailleurs. mais- Mais au moins, j'aimerais bien que vous reprécisiez, parce que les gens Oui. disent toujours, les Kassaïens n'aiment pas les études. Les Kassaïens ne forment pas leurs enfants. Les enfants fuient, vont dans les puits de diamants, dans les mines, dans l'artisanat. Oui. Aujourd'hui, c'est la moto. Est-ce que vous allez changer cette mentalité-là avec l'université? Bon, je pense qu'il y a parfois des affirmations qui sont prototypes, gratuites. les stéréotypes, on va dire. Oui, c'est parfois gratuit. C'est-à-dire, Oui. quand vous y allez, vous trouvez plutôt la réalité tout à fait différente. Ça dépend. C'est vrai qu'il y a eu la libéralisation du diamant, de l'exploitation artisanale du diamant, qui a été une mauvaise décision. Oui. Et personnellement, j'ai édité... C'était contre-productif. Oui, c'est contre-productif, tout à fait. J'ai édité les lettres pastorales de Monseigneur Kongolo, le premier évêque de Mbuji-Mayi, et l'une de ces lettres, n'est-ce pas, dans une lettre, il s'oppose en ce moment-là à la libéralisation du diamant. À Monseigneur, comment il s'opposait à ça? Oui, il s'opposait. Et il voyait le danger. Il voyait le danger. Mais écoutez, on peut bien regretter qu'une partie de la jeunesse de cette époque-là n'ait pas suivi Génération sacrifiée. Oui, une génération depuis 1980. Oui, Katekelaï, Boa et tout ça. Moi, je vois dans mon quartier ceux de mon âge. Oui. Ça va. Nous ne sommes que deux à avoir fini les études secondaires et même universitaires. Et les deux, nous sommes prêtres. Oui. Les autres ne le sont pas. Donc, il y a eu quand même un gâchis réel. Mais écoutez, ce gâchis-là n'est pas général. Et comment vous rattrapez ce retard aujourd'hui avec Non, le retard est en train d'être rattrapé. C'est au niveau de l'enseignement. Quand vous allez, par exemple, le village dans lequel je travaille, comme Ngandanjika, oui. est un village où vous avez, je pense au total, ça fait 580 le territoire, 580 écoles plus ou moins. Et quand vous allez partout,
ces écoles-là sont remplies. Donc, il y a des enfants. Avec le programme de la gratuité de l'enseignement, davantage. Dernièrement, il y a le projet de PDL 145 territoires qui a permis de doter tous ces territoires ruraux d'écoles dans de bonnes conditions. Il n'y a pas que l'État qui le fait, il y a aussi des partenaires extérieurs. Par exemple, dernièrement, j'ai été associé à la construction de 5 écoles par la Fondation Kemecha dans 5 territoires du Kasaï oriental. Moi-même, je vous ai dit que je suis responsable d'une petite fondation qui, Parlons-en un tout petit peu. Oui. Parlons-en un tout petit peu. Nous sommes en direct et les gens qui vous apprécient disent aussi que vous êtes aussi bâtisseur. C'est quoi cette association d'Itunga? J'ai vu la Fondation Kemecha faire appel à vous pour faire ces écoles avec Madame Céleste Mukuna. Céleste Mukuna. Mais Ditunga a une expérience de presque 10 ans. Non, 20 ans. 20 ans. En octobre, ça va faire 20 ans. 20 ans? Oui, 20 ans que nous existons. Qu'est-ce que vous faites comme travaillons? Non, on travaille dans plusieurs domaines. Il y a le domaine de l'agriculture, élevage. Donc là, on a une ferme-école avec environ 300 hectares où les gens viennent apprendre à faire une agriculture viable. Et donc là, on a l'élevage de poules, on a l'élevage de porcs, on a l'élevage de chèvres, on a une palmeraie, forêt artificielle. Donc, on a créé comme un petit microcosme dans lequel on travaille comme ça. Mais nous travaillons aussi dans nous accompagnons dans le monde paysan. On accompagne à peu près 2400 familles paysannes. Et nous sommes dans la scolarisation où nous avons déjà construit ou modernisé jusqu'à cette année 106 écoles primaires et secondaires. 106 écoles? Oui. De quelle capacité? Il y a des écoles de 6 portes, des bureaux et tout, jusqu'à des écoles de 24 portes, 24 salles. Même on a même fait un partenariat avec l'État congolais. Nous avons construit un ISP qu'on a équipé, qu'on a doté. Et donc là, c'est un travail que nous faisons. Alors, on travaille aussi dans l'accompagnement de la femme. Là, nous avons déjà à peu près 9 foyers sociaux par lesquels, depuis 2008, sont passées déjà environ 8000 femmes qui ont appris à lire, à écrire. On est aussi dans le monde des médias avec une radio rurale, Radio d'Itunga. On accompagne des prisonniers. Nous accompagnons 5 orphelinats avec autour de 580 enfants que nous prenons en charge. Et vous publiez tout ça, vous publiez aussi des livres? Nous organisons en fait la fête du livre dont je vous ai parlé, mais nous organisons aussi chaque année un colloque interdisciplinaire qui aboutit par des publications. Et vous êtes éditeur aussi? Oui, nous sommes aussi éditeurs. Voilà. Mais alors... Et j'informe très officiellement ceux qui nous suivent que ma biographie à la rentrée, nous publions. Préparé et ça sera publié. Nous publions, donc là, on va le faire. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous travaillons seulement avec l'aide des Occidentaux. Donc pendant ces 20 années... Et l'État congolais? Pendant ces 20 années, on n'a pas encore eu la chance... Pas de subvention d'État congolais? Pendant les 20 années, on n'a pas encore eu cette chance-là. Nous espérons qu'elle viendra au moment voulu. Mais nos compatriotes qui sont dans la diaspora, qui ont toujours la volonté de faire quelque chose, aujourd'hui, ils peuvent vous aider comment? Non, par exemple, on l'a fait avec Madame Céleste Mukuna de Kemecha. Donc, elle nous a contactés, elle nous a confié de l'argent pour faire 5 écoles. Nous avons fait les 5 écoles, donc on a une expertise. Vous appuyez dans ce que vous faites par les contributions. Vous avez des sites internet, je peux vous nommer sur place ambassadeur de non. Je vous donne l'espace et aujourd'hui les gens. On a un site ditunga.org. Donc on a un site web qui présente un peu tout ce que nous faisons. Mais revenons plutôt à l'université, c'est ça qui est plus important. Non, c'est très important. De démontrer que au-delà de ce que vous faites à l'université, vous êtes un homme des terrains et c'est très important. Aujourd'hui, j'ai demandé des challenges, mais une université, c'est de la logistique.
Une université, c'est les corps académiques. Oui. Comment vous recrutez vos enseignants? Est-ce que vous avez commencé à publier? Dernièrement, vous avez organisé un colloque très important sur la contribution des scientifiques congolais. J'ai vu le professeur Ndaïwel, j'ai vu le Moïle Chiembe qui sont venus en Bougema, etc. L'objectif, c'était quoi? Qu'est-ce que vous visez avec cette université? Bon, si je peux, il y a quelques défis à relever. Il y a le défi des infrastructures. Celui-là, il a été assumé par le chef de l'État en 2 phases. La première phase, c'est les infrastructures qu'il a inaugurées le 6 octobre. La deuxième phase est déjà en marche, parce que ces infrastructures-là qu'on a vues ne couvrent que 35% de nos besoins. Et là, la deuxième phase a déjà commencé. Vous construisez déjà? Oui, la deuxième phase a déjà commencé. Donc, qu'est-ce que vous construisez en deuxième phase? Le président de la République nous fait 12 auditoires, le rectorat, parce que jusqu'à présent, nous avons un rectorat, mais on va quand même avoir maintenant un rectorat à la taille de cette université-là, le centre de recherche avec différents laboratoires, les cliniques universitaires de 100 lits, totalement équipés en moyens modernes de diagnostic et de traitement. Nous avons une fac de médecine, c'est la plus importante. À elle seule, elle a autour de 1500 étudiants. On aura aussi une dizaine de résidences pour les professeurs visiteurs, parce que chaque année, notre université importe 240 professeurs visiteurs. En fait, quand nous sommes arrivés, il y avait, je pense, 26 professeurs propres à l'université. Et là, on a pu faire un effort, on a envoyé tout le monde aux études, tous les doctorants aux études. Alors là, on est déjà à 58 professeurs propres. Donc, il y a eu quand même une forte augmentation, environ 30 nouveaux professeurs pendant les 5 dernières années. Alors, en termes de diplômes approfondis, d'études approfondies, en tout cas, on a au moins une centaine déjà. Et d'ici là, avant la fin de cette année, je crois qu'on aura au moins autour de 200 membres du corps scientifique avec diplôme. Donc, vous allez être aux normes pour une université. Oui. Donc là, on a pu le faire. Donc, alors, du point de vue des infrastructures, j'ai dit que c'est assumé par le chef de l'État et par le gouvernement. Alors, du point de vue du personnel, il faut former des professeurs, parce que si vous avez 58 professeurs pour 10 000 étudiants, ça fait presque 180 étudiants par professeur. C'est trop. Donc, un prof ne peut pas travailler en dirigeant lui-même. Comment il va conduire les travaux? Comment il va conduire et enseigner. Donc, il nous faut encore beaucoup de profs. Là, nous avons, en arrivant, créé une bourse, la bourse Dr Étienne Tshisekedi, où, par les moyens propres de l'université, mais aussi des bienfaiteurs, nous aidons tous les doctorants de notre université reçoivent une subvention, un appui financier de leur... mais nous avons aussi un programme... Un programme de partenariat à l'étranger avec différentes bourses. Donc, il y a des gens qui préparent leur doctorat en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France. Et là, avec les Allemands, maintenant, on a un programme assez poussé. On vient même d'ouvrir une école de langue en Bujimaï. Nous sommes en train de préparer. En fait, on veut créer une banque de talents dans notre université. Et de ces talents-là, nous allons les disperser dans différentes universités. Pour moi, c'est très important que quelqu'un, dans son cheminement, fasse quand même un temps de formation dans une université européenne. Ça permet qu'on voit... Votre cas, vous êtes passé par... Oui, ça permet de beaucoup former. Oui, ça permet de faire l'expérience d'une véritable université. L'université congolaise a été une université en crise. Les différents ministres que personnellement j'ai connus, le ministre Moïndo et la ministre Marie-Thérèse Sombo, sont en train de travailler dans le sens du relèvement moral de cette université-là. Mais il faut aussi un temps d'expérience, c'est-à-dire que tous ceux que nous avons envoyés aux études en Europe, quand on leur rend visite, ils disent « Monsieur Ravé, maintenant nous vous comprenons ». On sait maintenant ce que c'est qu'une université. L'exigence que vous avez imprimée à l'OM, maintenant, les gens étaient un peu... Donc là c'est un grand défi. Il faut que nous ayons
disons, que tous les cours ne soient pas assurés par les nôtres, mais que la majorité. Donc, jusqu'à présent, comme j'ai dit, chaque année, nous importons 240 professeurs visiteurs. Donc, c'est trop pour une petite institution, mais c'est le prix qu'il faut payer, c'est le prix de la qualité. Alors, en dehors de ça, il faut mettre les étudiants au travail. Et pour mettre les étudiants au travail, il faut que la formation ne soit pas une formation théorique. Il faut qu'elle soit aussi une formation pratique. D'où l'importance des bibliothèques, de la bibliothèque. Par exemple, là, à Mweneditu est arrivé un conteneur qui nous amène de fonds de bibliothèques assez importants pour notre université. Mais il faut aussi des laboratoires. Donc, sur fonds propres, nous avons acheté plusieurs laboratoires. Par exemple, le laboratoire, le conteneur qui est arrivé à Mweneditu cette nuit, il y a donc un laboratoire d'anatomie pathologique, donc qui est dedans. Il y a le laboratoire de géologie, le laboratoire de pharmacie est déjà installé, il fonctionne. Nous avons aussi à l'université, on a acquis sur fonds propres un studio audiovisuel pour la formation parce que nous avons la faculté de sciences de l'information et de la communication. Et là, cet effort d'équipement pour donner aux étudiants une formation pratique est en train d'être complété par le président avec tout ce qu'il nous a prévu comme centre de recherche. Et là, avec le ministère de l'Agriculture, de Muyindo Nzangi, on vient de nous attribuer une écloserie. Ça va, j'ai reçu la correspondance le vendredi. Ils viennent de nous attribuer une écloserie qui va faire que nous puissions contribuer à la souveraineté alimentaire dans le Kasaï en produisant des alevins. Donc c'est un grand investissement. La collaboration entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Donc l'université officielle de Mbujimai, notre faculté de sciences agronomiques, va être renforcée avec cette unité de production d'alevins. Et je pense que nous pourrons contribuer à court terme à la souveraineté alimentaire dans le Kasaï. Donc là, c'est l'un des grands défis. Alors maintenant, il faut mettre les étudiants en ordre. Donc, être universitaire, c'est pas être une personne dispensée de la loi, ni de la discipline. Oui. Donc, un universitaire est un monsieur et nous veillons à ce qu'ils soient des messieurs qui se respectent, des messieurs qui sont au travail, des messieurs disciplinés. Et je sais que parfois on dit on n'est pas au séminaire ici. Effectivement, moi quand quelqu'un dit on n'est pas au séminaire ici, c'est vraiment de l'éloge que vous imprimez à cette université. Mais c'est à la demande de la communauté universitaire. Oui. Et la plupart des gens, que ce soit les étudiants ou les parents, les gens nous félicitent pour ça. Quand on arrive à l'université de Mbujimai, est-ce que officiel de Mbujimai. Officiel de Mbujimai, oui, précisons toujours. Oui. On remarque que le comportement des étudiants est un peu différent. Ils sont assidus, ils respectent les locaux, plutôt bien habillés. Oui. Alors que quand vous êtes ici, moi j'enseigne ici dans beaucoup d'établissements, ce n'est pas la même discipline. Est-ce que c'est l'esprit séminaire que vous avez imprimé là-bas ou c'est quoi? Non, c'est l'esprit universitaire. C'est universitaire? Oui, ça c'est un universitaire est un monsieur. Il doit se respecter, il doit respecter l'ordre. Moi je veux la chorale de l'université, mais oui. Donc, on dirait une chorale gospel des États-Unis. Non, c'est l'esprit universitaire. Les gens doivent le faire. Par exemple, là, la notion de la ponctualité, c'est très important. Là, par exemple, nous venons d'acquérir des machines de contrôle digital de présence, de sorte que... Des étudiants? Oui, ça va commencer, on les installe déjà. Elles viennent d'arriver. On va les installer pour la prochaine rentrée. De sorte que l'étudiant sait qu'il a l'obligation d'assister au cours pendant autant de... Donc les va-et-vient, les absences... donc les absences seront sanctionnées. C'est géré. En fait, parce que on doit comprendre la place de l'université. On n'est pas à l'université pour gagner un diplôme. On est à l'université parce que le diplôme, on peut l'acheter. Oui. C'est un papier, on peut l'acheter. Oui. On sait comment les gens le font. Oui. Mais on est à l'université pour, n'est-ce pas, façonner l'homme afin qu'il soit utile à son pays. Et on ne façonne pas l'homme dans le désordre. On ne façonne pas l'homme dans le relâchement. Il faut de la discipline. La discipline du point de vue du temps. L'honnêteté.
Hein, les notes, ça se mérite. Oui. J'ai toujours dit aux étudiants que moi, au petit séminaire, au grand séminaire, j'ai appris une chose. Il faut se réjouir de l'échec honnête et avoir honte de la réussite malhonnête. Donc nous, on a appris de l'école que moi j'ai faite, j'ai appris à ne jamais tricher, à être honnête. Donc nous autres, on ne contrôlait pas aux examens. Alors justement, c'est la question que je vous pose. Là, je pose la question au professeur Apollinaire Tshibaka. Oui. La critique fondamentale qu'on vous fait, vous, les professeurs congolais, c'est la recherche. Les universités manquent de bibliothèques, manquent de fonds documentaires. C'est pour ça qu'il y a des grèves et c'est pour ça que beaucoup d'enseignants se basent sur des syllabistes il y a 10 ans, pas d'actualisation, etc. Est-ce que à votre université, dans votre université, est-ce que vous avez mis un point d'honneur sur la bibliothèque, les fonds documentaires, aujourd'hui les multimédias pour que les enseignants soient aux normes? J'ai vu vos écrans sont tactiles, etc. Est-ce que c'est une dynamique que vous allez installer longtemps ou c'est juste parce que c'est au lancement? Non. Peut-être qu'il était venu, vous voulez impressionner, puis quelques temps après, ça détériore. Non, là nous tenons, la bibliothèque est là, nous sommes en train de l'enrichir. Il y a des gens qui nous ont aidés, il y a des personnes très généreuses qui nous ont donné, de l'argent. Il y a le président Yuma qui a financé cette bibliothèque en donnant hommage, le président Yuma qui était avec Mbujima et qui a vu $30,000 pour notre bibliothèque. Ce matin, il y a le centre ici à Kinshasa, YDS, qui m'a annoncé un don un fonds pour la bibliothèque, donc au nom du feu professeur Kankwende. Et donc il y a plusieurs personnes. J'ai dit qu'il y a un conteneur qui est arrivé cette nuit à Mouénédito où il y a plus de 20 000 livres qui nous ont été donnés. Il y a quelqu'un qui nous a donné encore la bibliothèque. toute sa bibliothèque, un professeur de relations internationales qui est décédé, et dans son testament, il nous a légué toute sa bibliothèque de relations internationales. Et donc tout ça. Non, on doit le faire. Et puis la bibliothèque en ligne est là. Le ministère a des ressources pour cela. C'est à nous maintenant de nous mettre au travail. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec tous les moyens de communication, un professeur qui n'a pas accès aux sources de son domaine, là, la faute est à lui, c'est pas la faute à l'université, parce que l'État congolais a mis à notre disposition cela. Le gouvernement, par exemple, les étudiants congolais qui se plaignent, ils se plaignent inutilement, parce qu'il y a une application qui leur permet d'accéder à la bibliothèque nationale. Donc les universités... On a digitalisé suffisamment de publications. Oui. Alors il suffit, je ne vais pas faire ici la publicité d'un opérateur de communication, mais ils le savent tous, il faut avoir la carte SIM de cet opérateur-là, et à partir de là, vous accédez à différents fonds bibliographiques. Donc là, mais maintenant, il faut être plutôt, tel que j'ai dit les choses, c'est-à-dire, on a une histoire, notre université, c'est une jeune université. Là, le 6 octobre dernier, ça a été la révolution avec les nouvelles infrastructures. Là, viennent les nouvelles... L'ampliation est déjà en cours. Donc, nous pensons que d'ici 5 ans, on aura commencé à relever les grands défis qui sont les nôtres. C'est-à-dire, comme on l'a dit au premier congrès d'études congolaises en Mbujimaï, à travers l'appel de Mbujimaï, l'université congolaise doit occuper la place qui lui revient, apporter à la nation l'expertise dont nous avons besoin. Voilà, justement, je dois vous poser cette question parce que comme on est en direct, on doit terminer l'émission. Vous avez fait venir en Mbujimaï des grands intellectuels. Les Moëlle Chiembe, internationalistes, des historiens comme Daïouel. Vous avez fait l'appel de Mbujimaï. La suite, c'est quoi maintenant? La suite est très bonne. C'est-à-dire, nous sommes maintenant dans la phase... on a tenu différentes réunions, on a fait le programme, le chronogramme de nos activités et on va y aller à la rentrée en septembre. Nous rendrons public le programme qui est arrêté au niveau du comité scientifique qui gère l'appel de Mbujimaï. Donc nous ferons la restitution à qui de droit. Nous demanderons une audience à notre ministre pour la restitution et conduit par elle, nous rencontrerons les différentes autorités pour leur présenter
les résultats de notre, disons, notre disponibilité pour pouvoir accompagner l'État, accompagner la nation et leur dire qu'est-ce que nous attendons d'eux, mais il y a beaucoup de choses que nous attendons de nous-mêmes et que nous devons faire. Le ministre ou la ministre qui était là ce jour-là a fait un discours très volontariste, disant voilà, il faut désormais que l'université joue un rôle capital dans le développement du pays, les orientations. Moi, je vous ai écouté faire de prévisions, on va dire, sur la prépondérance des scientifiques sur la conduite de l'État, pour ne pas dire le Congo de demain, c'est vous. Est-ce qu'on vous écoute? Est-ce qu'on vous écoutera? Oui, je pense que on nous écoute et c'est à nous aussi de nous faire écouter. D'où ce plan que nous sommes en train de faire. Je pense que... parce que les universités, vous vous êtes discrédités. Beaucoup ont fait de la politique. La plupart de ceux qui se contredisent aujourd'hui, étaient ou sont des professeurs d'université. Le déclic viendra quand? Bon, le déclic est en marche. Le premier congrès d'études congolaises en Mbuji-Mayi, c'est pas un petit événement. Donc vous-même, vous y avez pris part. La dépolitisation du scientifique congolais. C'est ça, on a fait différentes propositions, mais donnez-nous le temps, nous sommes en train d'y travailler. À la rentrée en septembre, nous présenterons les résultats de ce congrès et notre plan de travail. En tout cas, vous étiez vous-même en Mbuji-Mayi, la volonté est là pour dire l'université congolaise doit changer et doit se mettre au service de la nation, apporter son expertise. D'ailleurs, dernièrement, sur le débat qui est actuellement au Congo sur changement, révision au nom de la Constitution, l'université congolaise s'est prononcée. Elle s'est prononcée, non pas de manière partisane. Elle a analysé les faits et elle a donné sa conclusion. Donc, c'est ça ce que on attend de nous. Donc, des analyses objectives des situations qui sont là, pas des analyses passionnelles, des analyses objectives, critiques, pour dire à la nation, voici où nous devons aller si nous voulons être une grande nation au cœur du Congo. La question, on va dire, des confiances. Ceux qui nous suivent disent, les professeurs parlent bien. C'est un homme honnête, humble, scientifiquement crédible. Qu'est-ce que vous reprochez au monde universitaire congolais? Vous en êtes un. Dans le livre que vous avez là, Kambaya Bouacha et les questions sociales congolaises. Qui est un grand professeur, historien de son État. C'est ça. J'ai un article très critique aussi. J'ai un article là intitulé Les 7 péchés capitaux de l'université congolaise. On n'a peut-être pas le temps de mais synthéser même deux péchés. Là-dessus. Je pense qu'il y a la question, par exemple, de l'administration. C'est-à-dire, l'université congolaise, on doit restaurer l'administration. Une gestion orthodoxe, une administration rigoureuse. Donc, lorsqu'on vous confie la gestion d'une université, on ne nous a pas confié, si je peux dire, une case dans laquelle vous allez faire... Non, on vous a confié une institution importante pour l'avenir des jeunes qui vous sont confiés, pour le travail des différents collaborateurs, pour l'avenir de la nation. Donc, à vous de savoir, on m'a confié comment gérer ça. Donc, il faut une véritable administration. Là, c'est très important. Donc, il y a cette crise-là de l'administration. Du mal zaïrois au mal congolais. Oui, là, c'est différents titres. Là, c'est différents titres. Donc, là, c'est très important qu'on puisse y veiller. Donc, je peux évoquer l'autre point que j'avais évoqué. C'est un peu en rapport avec le syndicalisme universitaire congolais. Je n'ai pas voulu beaucoup axer mon accent là-dessus. On fera un livre peut-être ou une émission là-dessus parce qu'on a l'impression que la politisation du monde universitaire, la syndicalisation à outrance des professeurs d'université, parfois... on a l'impression qu'on les a clochardisés, c'est pour ça qu'ils les revendiquent tout le temps. Il y a une cassure entre les comités de gestion et les professorats. On a l'impression que parfois les politiques maltraitent les professeurs. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de dire que la science n'a pas sa place dans le Congo aujourd'hui? Le scientifique congolais est méprisé. Non, mon expérience de recteur... Mais place à voir les choses autrement, en fait. Je pense qu'il faut poser les choses autrement, c'est-à-dire,
il faut qu'on essaie de résoudre le problème global, pas des problèmes sectoriels. Lorsque des gens défendent seulement leur petit secteur, leur petit drap, oui, on ne résout pas le problème. Rémunération, prime, voilà. Donc il faut aborder le problème global. Quel est le problème de l'université congolaise aujourd'hui et comment le résoudre dans l'ensemble. Oui. C'est-à-dire, si aujourd'hui on commence à me donner à moi, par exemple, 10 $000 de salaire chaque mois, oui, ça ne va pas résoudre le problème de l'université congolaise. Donc il y a plusieurs problèmes dont la solution doit être structurée. On les prend tous, on essaie de les aborder ensemble. Pas dire on va mettre ceux-là, on les met contents et qu'ils soient contents pour qu'ils n'aillent pas en grève. Mais entre-temps, si on me paye 10 000 $ chaque mois comme professeur d'université, très bien. Mais la question de propriété à l'université, les toilettes à l'université, l'état des auditoires à l'université. Donc il faut aborder tous ces problèmes-là. À Mbujimayi, on a posé la question on a proposé qu'on puisse assainir le monde universitaire, que ça soit une université élitiste, qu'on puisse repenser les curricula pour proposer des types de formations qui correspondent à nos véritables problèmes. Beaucoup de gens sont à l'université parce que nous ne leur offrons pas des formations dont ils ont besoin pour être utiles. Et en adéquation avec l'économie, avec les problèmes, c'est ça, avec oui. Les défis nouveaux, les sciences nouvelles, les recherches nouvelles. C'est donc tout ça qu'il faut repenser. Donc si nos professeurs, on essaie d'aborder le problème de l'université congolaise seulement du point de vue de nos avantages sociaux, on n'aura pas résolu le problème. Merci beaucoup. Alors, va continuer. Dernière question, que reste-t-il d'Apollinaire Tchiba? Qu'est-ce qui vous fait courir encore? Qu'est-ce qui Ministre? Ah non, moi je suis un prêtre. Je suis un prêtre. Un prêtre peut gérer, hein? Ah non. Il y a des limites, c'est-à-dire, moi pour être nommé... Monsengwo a été président de l'Assemblée, hein? Non. Écoutez, moi j'étais... quand le ministre Moïne m'a demandé... m'a dit qu'il voulait me nommer recteur, oui, j'ai demandé l'autorisation à mon évêque. Donc mon évêque a autorisé. Si aujourd'hui, à la sortie de ces studios, mon évêque me dit c'est fini, c'est fini. Et donc, je suis là. Mais l'évêque peut aussi autoriser d'autres missions. Non. L'évêque peut autoriser pour l'un. Non, ici c'est plus ou moins logique. C'est-à-dire, ça va, je suis enseignant dans cette université-là. Il a accepté que dans des circonstances données, je sois recteur. Ça va? Ok, c'est un apostolat, c'est un tas de missions. On me l'a confié, c'est pour un temps. Lui, il peut l'interrompre s'il le veut. Si mon évêque me dit aujourd'hui c'est fini, c'est fini. Donc j'y suis avec son autorisation. Donc il n'y a pas de ici le seul souci. Il n'y a pas d'ambition. Non. Le seul souci, la seule ambition légitime pour un prêtre, c'est la sainteté, c'est-à-dire travailler de telle sorte. Parce que moi, ce que j'ai fait dans cette université-là, j'en rends compte à mon évêque, j'en rendrai compte à Dieu, et il en va de ma vie éternelle ou de mon enfer éternel. Merci. Donc en tout cas, le chemin du paradis est quasi tracé. Pour non, il n'est pas. Ça, c'est le moins qu'on peut dire. Oui. Ce que je peux dire, merci beaucoup, M. l'abbé, d'être venu sur ce plateau. Oui. Je suis sûr que les gens vont beaucoup télécharger cette émission et beaucoup couper les morceaux qui les intéressent. Je vous annonce déjà que je vais recevoir le recteur de l'université de Kinshasa, Kayembe, que j'ai rencontré d'ailleurs, et qui volontiers est disponible pour qu'on fasse un grand plateau. Je viendrai au campus de Kinshasa, dans l'un des auditoires, dans l'espace réhabilité, parce qu'il semble-t-il, au campus de Kinshasa, on a fait un travail de réhabilitation là-bas pour que devant les étudiants, les corps, le comité de gestion, le recteur Kayembe nous explique si changement il y a au sein de l'université de Kinshasa, qui aujourd'hui est au centre de beaucoup de polémiques, notamment la fac des droits, où on distribue beaucoup de doctorats là-bas, parfois des diplômes qui posent problème. Donc on viendra parler de tout ceci en direct. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Si je pouvais placer un petit mot, c'est ça. C'est-à-dire notre université il y a la résidence pour étudiants.
Donc pour moi, c'est une grande préoccupation pour notre pays. On est arrivé à un certain émiettement du monde universitaire avec des universités, je peux dire, aux frontières tribales ou ethniques ou je ne sais pas quoi. Oui. Je me dis, on peut se saisir de cette occasion où on est en train de construire, disons, faire de nouvelles universités, un système de bourse qui permet que les meilleurs étudiants, par exemple de Mbujimaï, certains aillent étudier à Bunia, ceux de Bunia. Est-ce que vous avez ces perspectives? Est-ce que vous avez d'autres provinces qui viennent là-bas? Déjà, avec l'inauguration, on a reçu des étudiants d'ailleurs. Ah oui? On a reçu des Quinois, on a reçu des gens de la région du Kasaï. Oui. Et dernièrement, on m'a dit qu'il y a des familles dans le Congo central qui pensent envoyer leurs enfants. Et donc ça peut être accompagné. Absolument. Et porté. Voilà. Maintenant que vous êtes passé ici, Oui. Vous allez faire encore beaucoup des fanatiques, pour ne pas dire des gens qui viendront là-bas au Kasaï pour apprendre dans cette université quasi moderne. Je rappelle que vous avez publié Kambaï Boatia et les critiques, ou plutôt les questions sociales congolaises, qu'il faut vous procurer. Il y a ces livres Gérer l'université congolaise, deuxième édition, enfin la nouvelle édition, il y en a eu la première déjà. Et je rappelle que vous avez également publié La culture de la mort face à la culture de la vie en Afrique noire. Il y a d'autres publications du professeur Chibakar qui, justement, il est prolixe en matière de publication. Merci beaucoup. Un scientifique de bonne facture. Écrivez, publiez. C'est ça la valeur d'un scientifique. Ne vous contentez pas d'enseigner avec des fascicules qui datent d'il y a 15 ans. Un scientifique, ça se documente, ça s'actualise, comme Tarsis Tchibangoutichekou. Bon vent à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt, dans quelques instants, la suite des programmes sur votre chaîne. Et puis, on se retrouve très prochainement, avec le même plaisir. Merci.